En américain, les habitants en colère déplorent l'insécurité qui règne dans ce quartier. Même problème à Tambacounda, les populations sont préoccupées après les échanges de tirs entre malfaiteurs et gendarmes du Garci. Encore une histoire d'agression d'un élève à son professeur. Les faits se sont déroulés au lycée Blaise Diagne. Le corps professoral demande l'exclusion du jeune garçon. Le port autonome de Dakar paralysé ce vendredi. Le regroupement des transporteurs du Sénégal et ceux du Mali ont observé un arrêt de travail. Ils dénoncent l'application du règlement 14 de l'UMOA, entre autres. Et puis la communauté chrétienne mobilise 97 millions de francs CFA pour la rénovation du basilique mineur de Poponguine. Les travaux vont coûter 50 millions pour une durée de 2 mois. Et puis les fidèles de la famille omarienne ont pris d'assaut la mosquée Omar Foutiyou Tall. C'était cet après-midi et c'est pour les besoins du début de la ziara annuelle de la famille qui a démarré ce jeudi. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce reportage au domicile des Américains victimes d'agressions mortelles à Kahone. Les habitants dont la colère déplore l'insécurité qui règne dans ce quartier dénommé quartier Amadi Diakho. Ici, les agressions sont fréquentes et les populations vivent la peur au ventre de façon permanente. Ils réclament aux autorités de veiller sur leur sécurité. Ibrahima Diamé, Faligay. Des traces de sang sur la porte du domicile cambriolé, des curieux massés aux alentours de la maison à étage. Cette agression mortelle a profondément endeuillé les habitants du quartier Amadi Diakho, Fass Kahone et environ. C'est une chose vraiment horrible qui s'est passée à Kanda Amadi Diakho. Dans ce quartier périphérique en chantier composé pour l'essentiel de nouvelles habitations, des constructions inachevées dominent le décor et favorisent l'insécurité. Et ça, c'est le réseau des malfaiteurs. Tu peux voir une maison, tu ne vois que des rideaux. Ou bien les habitants de cette dite maison, tu ne les vois que le jour, en train de dormir. La nuit, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est louche. C'est un quartier très mal éclairé où pratiquement les vols sont monnaie courante. Ici, à Kanda Amadi Diakho, notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage, surtout dans la zone nord où on se trouve présentement. Vous voyez les poteaux électriques que vous voyez là, la nuit, il n'y a pas d'éclairage. On a beau dire, on a fait des délégations, nous avons saisi les autorités locaux, mais vraiment, je ne sais pas exactement le fond du problème, pourquoi ils ne veulent pas éclairer la zone nord de Kanda Amadi Diakho. Les habitants, la peur au ventre, interpellent ainsi les autorités sur leur sécurité. L'appel que je lance à toute la population de Kanda Amadi Diakho, c'est de savoir dénoncer. Quand on voit quelque chose qui est suspect, il faut le dénoncer. Kanda Amadi Diakho, Fass Kahone, Kanda Fodé, Bayo, tous des quartiers de la commune de Kahone partagent les mêmes préoccupations liées à l'insécurité permanente. Les populations de Tambacounda sont également préoccupées par la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays. Cela fait suite aux échanges de tirs entre malfaiteurs et éléments de la gendarmerie du Garci. Les détails avec Moussa Omar Gueye. Les échanges de tirs entre gendarmes et délinquants en zone frontalière du Mali remet sur la table la lancinante question relative à la sécurité. Une peur parce qu'on n'est pas loin des pays qui sont souvent en émeute, comme la Guinée Conakry, Guinée-Bissau et le Mali qui est plus proche de nous. Au du poste frontalière, la police des frontières de Sarel, il y a 2 agents. 2 agents qui se font remplacer peut-être par semaine ou par mois. Ces 2 ne peuvent pas gérer 120 km de frontières. Grandissante, elle est tellement grandissante. Heureusement qu'il y avait cette force d'élite de la gendarmerie nationale. Mais il est temps quand même qu'on puisse renforcer ces éléments. Surtout avec la brigade Garci qu'on voit en train de faire du beau travail. Je pense que c'est une brigade qu'il faut multiplier, augmenter les effectifs et vraiment les armer. Parce que le monde actuellement, c'est un monde qui devient un peu plus violent. Nous sommes en frontière avec la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée. Je pense que Tambacounda a des frontières poreuses. De partout, on peut entrer à Tambacounda sans pour autant passer au niveau
de la route ou bien au niveau vraiment des points où les hommes de loi sont placés. Tout comme celle ouverte à Naé Kidira, les populations de Maka-Koulibantang réclament une caserne Garci, groupe d'action rapide et de surveillance de la gendarmerie pour le renforcement de la sécurité et la lutte contre le banditisme transfrontalier. Pendant ce temps, le Sénégal et la Mauritanie déterminés à renforcer la coopération militaire transfrontalière entre les deux pays. Une réunion de planification des patrouilles conjointes entre forces de défense et de sécurité s'est tenue en terre mauritanienne. Ousseynou Diop, Habib Seck. Et de sécurité des deux pays frères ont organisé cette rencontre de planification de patrouilles conjointes. Le but est de renforcer la coopération militaire transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. À la fin de cette rencontre, le colonel Abdullah Abdel Wedoud, commandant de la 7e région militaire, et le colonel Mohamed Mokhtar Kehil, commandant de la 6e région, ont salué la fraternité qui existe entre les deux pays et l'engagement du commandant de la zone militaire numéro 2 du Sénégal. Les deux parties ont échangé d'abord sur les activités tenues en 2019 avant d'élaborer un calendrier des patrouilles conjointes pour 2020. Ami avec lequel le Sénégal partage des traditions et une histoire multiséculaire. Les rencontres comme celle d'aujourd'hui donnent l'opportunité à nos forces de défense et de sécurité voisines d'œuvrer autour de questions actuelles et sensibles et contre des menaces multiformes. Le but recherché est de garantir, en mutualisant nos efforts, la libre circulation des biens et des personnes dans la frange transfrontalière qui nous intéresse. L'objectif final est d'assurer la sécurité, la protection et la libre circulation des personnes et des biens des deux côtés de la frontière commune. Les forces de défense et de sécurité ont réitéré leur engagement à maintenir des contacts permanents pour renforcer la sécurité entre les frontières. Les sous-commissions sont également convenues de proposer 4 patrouilles conjointes. Les délégations ont loué la qualité des travaux, la fraternité d'armes et l'esprit cordial qui ont prévalu tout au long des échanges pour une meilleure sécurisation de la bande transfrontalière. Puis le chef d'état-major des armées, lui, a effectué une visite pendant 2 jours en Casamance. À la suite de sa visite, le général Biram Diop s'est adressé à la presse. Il a insisté sur sa satisfaction de voir l'excellent travail effectué par les armées dans ces différentes zones. Sur la situation sécuritaire, le SEMGA a déclaré qu'elle est relativement calme. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Et l'objectif de ces visites de prise de contact est de m'enquérir de la situation réelle sur le terrain, mais aussi de féliciter nos unités qui y sont déployées et de les encourager à continuer l'excellent travail qu'elles abattent depuis qu'elles sont présentes dans ces différentes zones. En tout cas, la situation est relativement calme comparée aux situations que nous avons connues plusieurs décennies en arrière. Nous avons dernièrement eu malheureusement à connaître quelques actions de braquage qui ont été menées par des individus qu'on considère comme étant isolés. Et en tout état de cause, les armées sont dans la posture idoine qui leur permettent d'assumer parfaitement la mission qui leur est assignée, qui est de protéger le territoire, mais aussi de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes tous très satisfaits de ce qui se fait aujourd'hui, même si, bien entendu, il y a de temps à autre des activités qui sont menées par des éléments que nous considérons incontrôlés et que nous continuerons à essayer de maîtriser pour assurer la sécurité des populations. La violence est encore invitée dans le milieu scolaire. Cette fois-ci, c'est au lycée Blaise Diagne de Dakar où un élève a agressé un professeur d'éducation physique. L'enseignant a décidé de porter plainte. Le corps professoral, de son côté, demande l'expulsion de l'élève. Fatou Bintou Kanté, Diafaraba y ont effectué un tour. Une enseignante d'éducation physique et sportive, EPS, agressée par un élève, cela s'est passé au lycée Blaise Diagne ce vendredi. L'élève du nom de Djena Bandiaï, en classe de 5e au CM du dit école, a défiguré le visage du professeur Koumba Ngomtian qui enseigne au CM Mam Tierno Birahim Baki. L'agression a été tellement violente
que nous avons constaté que véritablement la dame-là, la victime, gisait vraiment dans le sang. C'est suite à un rappel à l'ordre du professeur à l'élève que le problème est survenu dans l'enceinte du terrain de sport. L'élève s'est présenté au terrain ce matin. Et d'après la version de la victime, du collègue, l'élève était au terrain en train de perturber le cours. Alors, la collègue lui a demandé, lui a intimé l'ordre d'arrêter à 3 reprises. Et c'est à la 3e fois que l'élève est venu agresser directement la collègue. Non, il n'y a pas eu d'échange d'après la collègue. De toute façon, elle perturbait. La collègue lui a demandé d'arrêter à 3 reprises. Et pour se débarrasser du collègue qui voulait correctement tenir son cours, mais l'élève est venu l'agresser. Face à cette situation, le professeur d'EPS, victime de l'agression, compte porter plainte. Et le corps professoral du lycée Blaise Diagne demande l'exclusion définitive de l'élève de l'établissement. Nous exigeons que l'élève soit exclu du système. Pas seulement exclu pour une semaine, compte tenu des prérogatives de l'école, mais le comité de crise que nous avons mis en place, qui a réuni une grande assemblée ce matin, exige que cet élève-là soit exclu du système. Face à faire légion, les agressions de professeurs dans les établissements. Pour rappel, Henri Bernard Colly, professeur au CM Boucotte-Diembérin, a été agressé la semaine dernière par son élève. En tout cas, au lycée Blaise Diagne, les cours ont été suspendus. Cet incendie à Buntu Pikine, précisément au parc Lambaye, des magasins de planches et ateliers de menuiserie de bois emportés par les flammes. Le feu s'est déclaré aux alentours de 2 h du matin et les sapeurs-pompiers ont eu des difficultés pour accéder sur les lieux à cause de l'encombrement de l'espace. Pas de pertes en vue humaine, mais d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. La police de Pikine a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. La ville de Dakar, de son côté, invite les propriétaires d'immeubles situés autour de la place de l'Indépendance à procéder à la rénovation, notamment de la façade, une initiative qui entre dans le cadre de l'embellissement de la capitale, un projet qui a commencé depuis 2012 avec les pavages dans les rues. C'est avec Aïssa Toupaï. Ce communiqué sonne comme une alerte ou même une sommation pour tous ces immeubles vétustes, défraîchis, datant des années 50, voire même des précédentes années. Dakar continue de vouloir faire peau neuve. La capitale se souvient. Pour retrouver ces rues propres, cette belle architecture, en 2012, un programme était lancé. Pavage des rues et des artères de Dakar. Des candidats avaient même été sélectionnés sur les techniques de fabrication et de pose de pierre. L'objectif, améliorer le cadre de vie et les conditions de vie à Dakar. Et puis le fonctionnement du port autonome de Dakar paralysé ce vendredi. Cela fait suite au mouvement d'humeur du regroupement des transporteurs du Sénégal et ceux du Mali. Et il dénonce l'application du règlement 14 de l'UEMOA et la décision du directeur du port d'augmenter le prix du ticket d'entrée. Pape Faraning et Mohamed Dian ont assisté à leur assemblée générale. Seuls des camions vides sortent du port autonome de Dakar. L'arrêt de travail du regroupement des transporteurs sénégalais et maliens est fortement ressenti. Il fustige l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Nous avons constaté depuis son application que nous n'arrivons plus à travailler. Nous passons pratiquement 24 heures à 30 heures pour récupérer juste un conteneur. Imaginez que tu ajoutes encore un pont bascule pour 800 à 1000 conteneurs par jour. Non, c'est impossible. Parce que quand nous avons fait une évaluation, on peut dire que 95 à 97% des transporteurs ont respecté le mot d'ordre. L'autre point de désaccord, la décision du directeur du port d'augmenter les tarifs d'entrée. Le DG du port a décidé à partir de ce lundi que l'accès du port soit payant. Pour le transporteur agréé, c'est 6 600 francs. Et pour le transporteur non agréé, 8 910 francs. Pour rappel, le transporteur payait par année 48 900 par année pour un macaron annuel. Aujourd'hui, quand tu fais le calcul, pour un conteneur et un camion par jour, ça te revient à 4 800 francs l'année. Le regroupement des transporteurs est déterminé à poursuivre le combat si l'État ne recule pas face à cette décision qu'il qualifie d'inopportune. Les conséquences sont énormes.
On peut constater bientôt des pénuries de médicaments parce que tout ce qui est médicaments passe donc par le port de Dakar. La matière première des sociétés, ça peut commencer à manquer parce que tous passent par donc, le port autonome de Dakar. Et aujourd'hui, tant que l'État du Sénégal ne trouve pas satisfaction à ces deux points-là, nous allons continuer à observer cet arrêt de travail-là. Après l'évaluation de l'arrêt de travail, les transporteurs vont donner suite à leur combat. Ils n'excluent pas de ralentir toutes les activités portuaires toute l'année. Plus vive tension ce matin au centre de santé de Pikine. De gros bras recrutés par la direction de la structure sanitaire ont voulu s'opposer au sit-in des agents de santé. La police a fait revenir le calme. Les blouses blanches ont dénoncé leurs conditions de travail. Par ailleurs, les agents réclament l'audit don de matériel médical estimé à plus de 500 millions de francs CFA. La direction nie en bloc. Un reportage signé Salif Sow et Asma. Il a fallu la présence de la police pour qu'ils puissent tenir leur sit-in. Les gros bras recrutés ce matin par la direction ont voulu leur priver d'un droit. Ces travailleurs du centre de santé de Pikine dénoncent leurs dures conditions de travail. Il n'a pas le droit d'interdire aux secrétaires généraux de faire leur travail. Le syndicalisme est autorisé au niveau du Sénégal. Bien sûr, on nous a interdit l'accès. C'est pour cela que dès l'entame de mes propos, notre place n'est pas dehors. Notre place c'était à l'intérieur de la structure. Mais comme on nous a interdit dehors, nous sommes obligés de faire ce reportage ici au niveau à la porte du centre de santé. L'autre manche de l'inquiétude des agents de santé de la structure concerne le matériel médical offert par la mairie de la localité au centre de santé ex-Dominique, estimé à 500 millions de francs CFA. Un audit est réclamé. Habitué des faits. On l'a interpellé sur des questions très claires. Il devait répondre sur des questions très claires. Ce qui nous incombe, c'est le bien-être des populations. Que les populations aient une bonne santé. Que les populations aient accès aux médicaments, que les populations aient une gestion saine. Les dirigeants de la structure sanitaire balayent d'un revers de la main les propos des syndicalistes. Nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour essayer de réconcilier les différentes parties. Le médecin-chef nous a reçus. Nous devons voir le personnel. Nous avons contacté le syndicat. Nous avons contacté le syndicat, à savoir le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Jusqu'à présent, ces différentes personnes-là n'ont pas voulu accéder à notre demande de les rencontrer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'autres personnes viennent ici dans le centre pour bloquer le système. Et qu'en réalité, le centre de santé de Dominique fonctionne convenablement. Les patients interpellés sur cette affaire craignent, disent-ils, vivre les effets collatéraux d'un conflit entre direction et travail. Parlons politique à présent avec les précisions d'Adim Bergan Kanouté sur la mise en place de l'initiative pour la refondation de Macky 2012. Pour la nouvelle présidente, l'IRM sert à mettre un terme aux dérives notées entre alliés du président de la République. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mohamed Samb et Pape Sangoné Mbaye. De mettre en place la coalition, l'initiative pour la refondation de Macky 2012 et IRM 2012 sur la base de constats, de comportements et de certaines dérives. Parce que dans le cadre de la coalition, nous avons pu être confrontés à certains problèmes, notamment la production d'un projet de communiqué visant à nous faire porter le combat d'un individu, fût-ce le coordonnateur de cette coalition ou de notre leader. Et là, nous avons refusé. Si aujourd'hui, on veut nous faire adhérer à des initiatives individuelles ou personnelles au détriment du président de la République, ou bien qu'on veut nous faire porter un combat autre que le combat du président Macky Sall, nous disons non. Nous nous sommes dit qu'une évaluation doit se faire à l'interne par loyauté, mais ne doit pas se faire sur la place publique. L'essentiel, c'est de participer et de contribuer à la vulgarisation des réalisations du président Macky Sall et de l'accompagner à ce que les engagements qu'il a pris avec le peuple sénégalais soient concrétisés.
Ubaldo Ndiaye apporte la réplique à Birahim Seck qui n'a pas, dit-il, dit la vérité sur la présence de la société civile dans la commission politique du dialogue national. Selon lui, le Forum civil est bien représenté dans cette instance et que son coordonnateur ne fait que chercher le buzz. Je propose d'écouter le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections, interrogé par Chérif Dia. Dans la mise en place de la représentation des membres de la société civile au sein de la commission politique, c'est deux grandes coalitions qui ont été mises en place et qui existent dans le domaine des élections. Et ces deux grandes coalitions, notamment, c'est le collectif des organisations de la société civile pour les élections et la PACT. Le Forum civil, à travers la personne de Birahim Seck, est membre de la PACT et assure même le porte-parole. Ça, c'est un. Et donc, la PACT a choisi deux représentants. Le collectif des organisations de la société civile a choisi deux représentants. Et ce sont ces quatre représentants aujourd'hui qui sont au sein de la commission politique. Donc, rien de plus inclusif dans la démarche. Bon, la petite question peut-être que je vais renvoyer à mon ami Birahim, c'est de lui demander, est-ce que ça a été inclusif pour la société civile, sa désignation par Macky Sall au sein du Conseil économique et social? Je ne le pense pas. Idem pour quand il était à l'ANOCI. Donc je pense que, polémique pour polémique, il faut éviter, il faut faire par preuve de grandeur et d'élévation sur certaines questions. Ne pas se positionner pour se positionner et donner du buzz. Mignane Diouf, lui, apprécie positivement l'évolution du forum social au Sénégal. C'était ce matin lors d'une conférence populaire organisée par le forum social sénégalais. Il en parle au micro de Mohamed Samb et Pape Sangoné Mbaye. Depuis quelques années, 15-20 ans maintenant, le forum polarise une dynamique citoyenne des mouvements sociaux rassemblant des activistes, des syndicalistes, des ONG, etc. Mais dans l'objectif de dire un autre monde est possible, un monde de paix, un monde d'équité, un monde d'égalité et de justice et de démocratie, mais de pouvoir aborder l'état de l'économie du monde et de dénoncer encore une fois et de montrer mais pourquoi le monde connaît autant d'inégalités et d'injustices qui fait donc qu'aujourd'hui 2% de la population détiennent 80% des richesses du monde. Cette inéquité fait que de plus en plus, le monde connaît une certaine turbulence parce que les peuples résistent. L'ampleur que cela prend, avec aussi la dynamique de jonction avec d'autres mouvements de jeunes, qui sont sur la scène aussi activistes, et je pense à des mouvements comme ceux que conduisent Guy Marius Sagna, France Dégage, et ainsi de suite. Mais je crois qu'à mon avis, ces dynamiques normales sont de l'ordre naturel des choses. Vous l'annoncez dans les titres de ce journal, 97 millions de francs CFA, c'est la somme collectée par les chrétiens pour la rénovation de la basilique mineure de Popenguine. Les travaux vont durer 2 mois pour un coût de 50 millions de francs CFA, mais les travaux du sanctuaire ne seront pas livrés avant le prochain pèlerinage de 2020. De nouvelles études sont au menu avant le redémarrage des travaux. On voit tout cela dans cet élément signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. La communauté chrétienne a collecté plus de 90 millions de francs CFA pour la rénovation de la basilique mineure de Popenguine. Ce qui a été rassemblé comme somme est allé au-delà de toutes nos espérances. Cette campagne a donné une preuve qui me paraît importante. Nous sommes capables, comme communauté chrétienne, de nous mobiliser pour une bonne cause. Donc ne vous étonnez pas, chers chrétiens, si je vous sollicite encore à l'avenir pour d'autres défis à relever. Ces travaux vont durer 2 mois et ils coûtent 50 millions de francs CFA. Pour rappel, je le dis, c'est la réhabilitation de la toiture, de la couverture, le faux plafond et l'étanchéité. Et la durée prévue pour ces travaux est de 2 mois. Cette rencontre avec la presse était aussi une occasion pour évoquer les travaux du sanctuaire. Ils ne seront pas livrés avant le pèlerinage marial de Popenguine 2020. Pour ce qui est du sanctuaire marial de Popenguine, comme je vous disais, vous donnez une date de livraison
Aujourd'hui, en tout cas, ça ne sera pas livré pour le prochain pèlerinage, c'est sûr. Et à l'époque, c'est un projet qui devait être réalisé sur au moins 2 ans. Il faut rappeler que c'est le 19 octobre dernier que l'archevêque de Dakar avait appelé les fidèles à cotiser pour la rénovation de la basilique mineure de Popenguine. L'État aussi va appuyer la communauté chrétienne dans ses travaux. C'était la grande affluence cet après-midi à la mosquée omarienne à l'occasion de la ziara annuelle de la famille. Les fidèles sont venus de toutes les localités du pays pour un grand moment de communion dans la ferveur religieuse. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Elles viennent de la Mauritanie pour les besoins de la ziara de la famille omarienne. Comme chaque année, la mère de famille conduit cette même délégation. Elle est à sa 17e édition. Chaque jour et jusqu'à la fin de la ziara, nous quittons notre site d'hébergement pour aller à la grande mosquée omarienne. Nous prierons pour la paix au Sénégal parce que la Mauritanie, d'où nous venons, et le Sénégal ont d'excellents rapports. C'est presque la même communauté. Cette dame aussi a quitté son Fouta natal pour cet événement, un moment de dévotion et de retraite spirituelle. C'est un moment que nous attendions tous. Nous formulerons dans ce cas des prières à longueur de journée, comme vous avez pu le constater. Déjà, nous sommes 30 femmes issues de la même localité. Les autres rejoindront petit à petit. L'imam de Daroukhan, lui, fait la navette entre Guédiawaye et la mosquée omarienne, et ce jusqu'à la fin de la ziara. Ses prières, il les partage avec toute la communauté. L'on se rappelle de la vie et de l'œuvre de Seydou Nourou Tall. De son vivant, il prônait la paix, le Coran et la prière. Il les mettait au début et à la fin de toutes ses recommandations. Si certains fidèles sont logés ici et jusqu'à la fin de l'événement, d'autres sont dans des sites d'hébergement non loin de la grande mosquée omarienne. Et puis Miss Sénégal 2020, 14 candidates à l'assaut de la couronne. À moins de 24 heures de l'événement, le comité d'organisation soutient n'avoir pas reçu le soutien des ministères de la Culture et du Tourisme. Mohamed Samb et Pape Sangonembaye leur ont donné la parole. C'est plus qu'un concours de beauté. La lauréate devra jouir de certaines prédispositions pour représenter dignement le Sénégal à l'échelle internationale. Pour le comité d'organisation de Miss Sénégal, les critères traditionnels de sélection sont respectés. Il y a le facteur teint naturel qui est important. Chez nous, on n'accepte pas l'utilisation de produits qui changent en tout cas carrément le corps ou en tout cas la peau. Donc c'est pour ça, ensuite il y a l'âge, il y a le fait que personne n'est autorisé à faire des piercings, le fait que vous n'avez pas le droit de faire des tatouages et autres. Donc tout ce qui est naturel chez nous, c'est ce que nous recherchons. Représenter le pays, un pays comme le Sénégal, c'est tellement important à nos yeux qu'au-delà de la beauté physique, esthétique, nous tenons impérativement sur ce qu'on appelle l'intellect. Est-ce que le concours Miss Sénégal a toujours l'ampleur qu'il avait dans le passé? Le coordonnateur apporte des éclaircissements. Peut-être la stratégie au niveau local a changé parce que tout à fait, c'est pas pour rien qu'on a ajouté Miss Sénégal Nouvelle Vision. Donc nous avons trouvé un produit qui est resté quelques années sans être organisé. Il fallait retravailler sur la base et ensuite essayer d'élargir aussi au niveau de l'international. Donc au contraire, Miss Sénégal, l'événement s'est développé. À 24 heures du concours de beauté, les organisateurs soutiennent ne pas recevoir l'appui des ministères de tutelle. Oui, effectivement, on est sur la dernière ligne droite. À jour J-1, on est encore là. On attend et j'espère recevoir l'appui. Nous espérons recevoir l'appui de ces structures, de ces ministères dont nous dépendons. Ministère de la Culture, ministère du Tourisme. Elles sont 14 candidates à se disputer la couronne de Miss Sénégal 2020. La future Miss Sénégal devra avoir les épaules assez solides pour assumer le rôle d'ambassadrice de la nation. Merci à vous, Mohamed Samb. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant, la deuxième partie de Soir d'Info avec vous, Aram Touré. Merci beaucoup, cher Tidjane.